Les savoirs populaires, locaux, traditionnels sont des connaissances ordinaires considérées comme non scientifiques. Ce sont les remèdes basés sur les plantes et les savoirs ancestraux, ces redouteux, mais remettant en membre d'émis de façon empirique, c'est la thérapie par le son, l'olfaction d'huile essentielle, vous pourrez aussi citer le magnétiseur, le coupeur de feu et bien d'autres encore. Le principal défi que rencontrent ces savoirs traditionnels concerne leur validation par la science occidentale et la protection de ces savoirs est difficile à mettre en œuvre. Par exemple, aujourd'hui, l'homéopathie n'est plus remboursée, bien que peu onéreuse, tandis que des milliards sont accordés à des laboratoires pour des traitements géniques que l'on persiste après vaccin, parfois de façon douteuse. On l'a vu, des médicaments réputés comme l'ivermectine, la chloroquine, sont aussi à leur tour et bizarrement devenus suspects. Le gouvernement décide donc ce qui doit être distribué, remboursé, de ce qui est à considérer et à déconsidérer. Et pour résumer de façon enfantine, disons que l'allopathie c'est bon et l'homéopathie c'est caca. Bon. Par ailleurs, les homéopathes qui ont eu des années de spécialisation en ce sens se voient interdits d'indiquer cette qualité sur leurs plaques et ordonnances. Nous avons là un exemple de dictature thérapeutique. D'une façon générale, si on exprime une pensée considérée comme pseudo-scientifique, on court le risque d'avoir en retour une sanction, un empêchement, et on devient à minima candidat à la disqualification sociale. Et si on va plus loin en devenant lanceur d'alerte, parce qu'on a connaissance d'un danger, d'un risque, d'un scandale nuisant à l'intérêt général, attention. Ce fut le cas de l'ancien employé de la NSA et de la CIA, Edward Snowden, contre les États-Unis, du rédacteur en chef Marty Baron, mettant en cause 90 prêtres de Boston dans une affaire de pédophilie. C'est également Claire Sebrak dénonçant les plans génocidaires d'une oligarchie mondiale sans scrupules. C'est l'avocate du groupe pharmaceutique Merck, Brandy Vaughan, réclamant le maintien de la liberté vaccinale contre le projet de loi des 11 vaccins pédiatriques obligatoires voulus par l'ensemble des firmes pharmaceutiques et productrices de 10 vaccins, et d'autres encore. S'il est difficile et dangereux de contrer le pouvoir des réseaux, celui des cercles, celui des firmes, celui des groupes d'intérêt, celui des lobbies et des gestionnaires d'actifs, par contre, chacun a la capacité de voir en conscience l'emprise que nous subissons, puis faire de son mieux pour ne pas la cautionner. Beaucoup de personnes continuent de se méfier des savoirs officiels. Beaucoup de personnes se réfèrent ainsi au savoir traditionnel en choisissant un médecin homéopathique non conventionné, en entretenant son propre potager, en allant voir un magnétiseur, et toutes ces petites et menues actions qui constituent en réalité d'incroyables contre-pouvoirs qu'il ne faut pas sous-estimer. Et puis, chacun peut initier ses proches à ses connaissances locales, traditionnelles, à son enfant, à son voisin, et c'est ce qui se passe dans les faits. Tout le monde connaît un homéopathe ou quelqu'un qui sait utiliser les huiles essentielles pour le soin et qui saura vous donner des conseils. Toutes ces informations qui circulent parallèlement jouent un rôle de contre-pouvoir et surtout de rééquilibrage humain. En cela, elle se distingue radicalement de la philosophie transhumaniste que l'on tente de faire voir comme le nec plus ultra, qui nous assure qu'il n'y a rien à craindre et que tout se fait au bénéfice de l'humain. Si tu veux bien, Max, nous pourrons aborder ce sujet du transhumanisme un petit peu plus tard, car je pense qu'il y a pas mal à dire là-dessus aussi. Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. D'ailleurs, j'ai des questions à te poser sur le sujet du transhumanisme. Sujet qui est, je crois, très important parce qu'il engage notre devenir et que, par conséquent, nous prendrons le temps de le traiter. Mais revenons au savoir traditionnel.
Je disais que les savoirs traditionnels, les savoirs autochtones, les savoirs populaires et les savoirs locaux jouent d'une certaine façon un rôle de contre-pouvoir et de rééquilibrage. Mais ils sont soumis à une pression économique croissante en général. Et ils ne m'intéressent pas les politiciens, pas plus que la majorité des blouses blanches ou noires, ni l'intelligentsia. Ces pratiques sont souvent vues comme du folklore local, n'amenant rien au progrès. Pour exemple, les savoirs écologiques traditionnels, qui sont des connaissances et croyances développées, expérimentées, sélectionnées et accumulées au fil des générations, intéressent peu les, entre guillemets, grands de ce monde. Sauf si on peut industrialiser ce savoir et le faire entrer dans un processus de besoin et d'exploitation à l'échelle industrielle. C'est ce qui se passe très exactement avec le bio, qui est entré dans la grande distribution et qui est en train de manger beaucoup de petits producteurs ayant fait grandir leur entreprise à partir d'un savoir transgénérationnel et avec une qualité que l'industrie ne pourra jamais reproduire. Il est intéressant de noter que de plus en plus de communautés locales formées de citoyens néophytes ou plus avancés se relient actuellement, collaborent, partagent et échangent des ressources ou des pratiques impliquant un savoir-faire. Ces savoirs traditionnels permettent de recréer du lien. Ils sont une composante importante, pas seulement de l'identité d'un territoire particulier, mais plus largement, je dirais, d'un état d'esprit où des compétences traditionnelles viennent s'associer à de nouveaux savoir-faire. Il y a même des salons du savoir-faire local qui commencent à s'organiser. Les gens se regroupent pour pallier à l'industrialisation, à tout va qui ne convient plus tout à fait. C'est le cas, par exemple, du réseau AMAP, qui lutte pour le maintien de l'agriculture paysanne et qui mise sur un partenariat entre consommateurs et agriculteurs à partir des savoir-faire traditionnels et de la bonne volonté de chacun. Il y a les éco-villages qui, dans une perspective d'autosuffisance, cherchent leurs habitants où ils sont déjà trouvés. Des personnes formées à la finance lancent de leur côté des monnaies locales qui sont un peu moins, je crois, d'une centaine en France. Dans certaines régions, les associations de monnaie locale, monnaie locale dite complémentaire, se regroupent en réseau local afin de mutualiser leur expérience. Et depuis les années 2010, on note qu'il se crée beaucoup de ces monnaies. Elles jouent aussi, en tout cas pourraient bien jouer à l'avenir, un contre-pouvoir à l'égard de la monnaie numérique que l'on veut clairement nous imposer. Il n'y a donc pas que les élus, les scientifiques, les experts, les politiciens et les leaders mondiaux qui décident de ce qu'ils font pour une communauté humaine. Il y a aussi ces poches de résistance dont je viens de parler et d'autres encore qui entendent bien jouer la vie comme ils doivent prendre. Après, à chacun de décider ce qui est bon pour lui-même, de toutes les façons. Le choix que chacun fait est juste. Par contre, je crois important de comprendre que ces choix doivent être clairs dans la tête de chaque citoyen, car les prochaines années auront besoin de nos réponses pour les fondations de la société à venir. Un grand ménage de printemps s'annonce. Faisons le tri entre ce qui nous parle et ce qui ne nous parle pas, ce qui résonne en nous ou non, ce qui vibre ou ne vibre pas. Quel demain appelons-nous pour la vie dans son ensemble, celle de nos enfants en particulier, car ce demain dépend de nos actions d'aujourd'hui. En donnant du sens à la vie, à la sienne ou à celle de la communauté, à identifier clairement ce que nous attendons de l'avenir de la part de nos élus et ce que nous voulons sous aucun prétexte. À mon sens, ce retour vers son centre de gravité est plus important que de savoir s'il faut voter à droite ou à gauche pour tel candidat ou tel autre. Si la boîte ne convient plus à nos vies et à nos envies, alors il faut en changer, car ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte est conscient, sensible et précieux. C'est nous fragiles,
Mais c'est aussi la vie sous toutes ses formes, les humains, les animaux, les végétaux, les animaux, y compris la Terre, qui est une forme vivante à sa façon. À la seconde où chacun exprime le souhait de sortir de la boîte qui ne lui convient pas, individuellement et collectivement, cela signifie qu'un nouveau pacte social est prêt à voir le jour, que la donne change, qu'il va falloir relever les manches pour organiser sa venue au monde.